Alors, je suis à côté de François Clément, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes. Raphaël Romy, vous êtes conseiller Agenda 21 pour le président de l'université. Ronan Dantec, vous êtes vice-président de Nantes Métropole en charge de l'Agenda 21 et du plan climat. Vous êtes également porte-parole des collectivités territoriales pour toutes les questions qui sont liées au climat. Nous avons Vincent Courtillot avec nous, je vous le représente, qui est directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Et enfin Jean-Michel Salle, qui est chercheur au CNRS, économiste et agronome à Montpellier. Alors, les questions sont ouvertes, je vous demande de faire court et pas de commentaires trop longs, s'il vous plaît. On a 35-40 minutes avant que nos invités ne reprennent le TGV. Donc voilà, je vous invite à leur poser des questions. Les micros sont dans la salle, levez le doigt, puis on va vous apporter un micro. Voilà, c'est une question surtout pour M. Courtillot. Il a fait une attaque très virulente contre le GIEC et par contre il ne tient pas compte des remarques qui ont été faites par les collègues climatologues qui ont déjà répondu à ces arguments en disant que par exemple la modélisation fonctionnait. Alors il critique les méthodes du GIEC, mais je regarde dans ces diapositives et je vois des données tronquées, je vois des diagrammes avec des échelles qui ne correspondent pas, des corrélations partielles, bref, des choses un peu douteuses aussi. Alors je me demande pourquoi faire, il n'applique pas à lui-même les conseils qu'il donne aux climatologues. Je crois que le débat est lancé. Vincent, vous attendez à ce genre de questions. Vous avez l'habitude de répondre. Non, non, pas forcément. Je voudrais que vous me citiez une quelconque de mes figures qui a des échelles faussées, tronquées, etc. Et je vous répondrai sur cette figure, quelle qu'elle soit volontiers. Je pense que ce que vous venez de dire est entièrement faux, injustifié. Vous citez des gens qui pensent que, mais là, ce n'est pas une question de citer des gens qui pensent que. Je vous ai montré des diapos, vous me dites laquelle vous voulez qu'on regarde, vous me dites si elle est fausse, je vous mets au défi. Toutes ces figures sont publiées, ont des échelles correctes, ces échelles étaient claires, sont compatibles. Ce ne sont pas des corrélations hasardeuses. On a travaillé par exemple sur notre dernier article avec 2 mathématiciens russes. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que je ne pouvais pas le faire ici, de la statistique de Kolmogorov-Smirnov. Et donc avec les outils les plus élaborés de la statistique mathématique, on a montré, au-delà de ce que vous avez vu avec votre œil, que mathématiquement ces corrélations étaient absolument valables à 99,9%, que la différence de comportement de la température des stations météo pendant les années de haut cycle solaire et de bas cycle solaire est distincte à 99,9%, etc. Donc on travaille très soigneusement sur chacun de ces éléments. Je peux répondre sur n'importe lequel d'entre eux. Raphaël Romy se propose de réagir également à votre question. Oui, mais réagir à deux voix avec Ronan, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur ces questions et on s'attendait à une question évidemment comme celle-là, parce qu'on a lu, comme tout le monde, un certain nombre de débats. Je crois qu'il y a, au-delà de l'exactitude et de la fausseté, moi j'aime pas beaucoup qu'on raisonne en termes de fausseté, d'exactitude, quand on peut d'abord raisonner peut-être un peu plus globalement. Moi je crois qu'il y a un vrai problème de temporalité, soyons clairs, quoi. Je ne suis qu'un juriste, je ne fais pas le poids. Hein. Mais effectivement, vous raisonnez de manière rigoureuse, en minorant l'importance des faits dont vous reconnaissez l'existence. Je résume, vue du juriste. Et moi, ces effets anthropocentriques qui sont soulignés, certes par Al Gore, dans une politique de communication, mais aussi par tous les scientifiques du GIEC, et Ronan qui vient de travailler avec eux, on dira mieux que moi que sans doute il faut en penser de ces spécialistes-là, ces effets anthropocentriques qui seraient quand même moins importants que les effets de long terme, qui sont pour vous mieux mesurables. Et je perçois bien que pour vous, sans doute, vous dites une vérité. Mais pour nous qui sommes des ingénieurs du droit et donc de l'actualité et ou des décideurs politiques, bon, force est de simplement dire que vos appréciations sont différentes, nos points de vue sont simplement différents, nos approches sont différentes. À l'échelle des appréciations qui sont formulées par Sir Nicolas Stern, par exemple, nous ne pouvons pas accepter ce que vous dites de notre point de vue. Alors parlons méthode et temporalité, Ronan complétera. Moi, que les courbes soient lissées, celles qui sont présentées par les experts du GIEC, ça vous gêne.
que le modèle soit lissé, ça vous dérange. Et donc vous réintroduisez, et c'est une démarche scientifique qui relève d'un choix politique de recherche. C'est noble comme choix, hein, je ne le critique pas, mais c'est un choix. Vous réintroduisez de la nuance, vous réintroduisez des points. C'est-à-dire que vous forcez à regarder une nuance sur laquelle vous focalisez, alors que nous, sur la courbe, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement, c'est la dynamique dans notre temps à nous. Et cette dynamique, elle existe et elle montre à l'évidence la réalité des effets anthropocentriques sur le climat et donc la réalité des possibilités de choix politiques que nous avons de réagir en conscience sur le changement climatique. Et là, c'est Ronan qui... Oui, je passe la parole à Ronan Dantec qui va compléter votre intervention. Oui, c'est effectivement un débat un peu compliqué puisqu'on a un scientifique, un politique. Donc comment on débat entre nous, je ne vais évidemment pas commenter un modèle scientifique, je ne serai pas dans mon rôle. Donc j'ai l'honneur d'être un peu aujourd'hui le porte-parole des collectivités locales mondiales dans la négociation internationale sur le climat. Donc j'étais à Bonn cette semaine et j'y retourne demain. Je vais juste vous lire la phrase qui est aujourd'hui sur la table de négociation et qui n'est pas discutée à la fois donc par les 180 délégations nationales et par l'ensemble des scientifiques du GIEC, qui est la première phrase de la proposition d'accord final pour Copenhague en décembre. Cette première phrase, c'est « Le réchauffement du système climatique par suite de l'activité humaine est sans équivoque ». C'est-à-dire que nous avons plusieurs milliers, on était à peu près 10-15 000 à Poznan, on sera encore plus à Copenhague, de personnes responsables de tous horizons, qui sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a plus de débat. Et c'est dans ce cadre-là, d'une catastrophe climatique mesurable, vérifiée au quotidien, j'étais il y a quelques jours avec le représentant de l'Afghanistan. L'Afghanistan, on voit évidemment la gravité de la situation politique. On parle moins des 8 dernières années de sécheresse en Afghanistan, qui sont aussi un élément très fort de déstabilisation de la société afghane, avec des conséquences politiques derrière. Et on pourrait multiplier l'ensemble des données vérifiables, la rapidité de la fonte du pôle Nord, par exemple. Donc en tant que politique, finalement, je me retrouve aujourd'hui dans une situation où l'ONU a fait quelque chose quand même d'assez unique dans son histoire et dans l'histoire un peu de l'humanité en termes de système politique universel, qui est de rassembler des centaines, des milliers de scientifiques, les plus compétents, les plus reconnus de la planète pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Et ces scientifiques, à travers le GIEC, fournissent un rapport qui est un rapport de consensus, et avec évidemment après des divergences suivant les scientifiques, mais avec un accord très fort aujourd'hui de toute cette communauté scientifique pour dire c'est évident que ce réchauffement climatique d'abord va extrêmement vite et d'origine humaine. Et ça n'est pas discuté par cette communauté scientifique. Et en tant que politique, il est évident que mon rôle, comme celui de tous les autres élus responsables, c'est de partir de cet accord scientifique mondial pour décliner de l'action des échelles internationales à l'échelon local. Je vais prendre une image extrêmement simple. Vous êtes dans une voiture qui va extrêmement vite et qui va se cracher dans un mur. Vous avez des milliers de mécaniciens, de scientifiques qui vous disent « votre voiture peut encore ralentir et éviter le crash ». Et puis à côté, vous avez un mécanicien compétent qui présente bien les choses et donc il n'y a pas de raison de remettre en cause la compétence technique qui vous dit en fait, vous ne pouvez pas agir sur le moteur de la voiture, vous ne pourrez pas éviter le crash. Un élu responsable, il écoute les 3000, il ralentit le véhicule en espérant qu'effectivement les 3000 aient raison. Il n'a aucune autre raison d'agir. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. Parce que le problème, c'est, imaginons qu'à côté de moi, j'ai un scientifique qui a tort. Il a peut-être raison, hein, mais imaginons qu'il ait tort. Imaginons qu'il ait tort et qu'il réussisse à convaincre la communauté politique internationale, qui est quand même un peu effrayée par l'effort à faire, qu'effectivement, finalement, il n'y a pas d'enjeu très fort de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. S'il a tort et qu'il a ralenti l'effort international à faire, ça veut dire que des dizaines, des centaines, des millions de gens ont souffert au quotidien parce qu'on n'a pas fait l'effort qu'il fallait faire. C'est